doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 17 mars 2023 la 91e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Voici le compte-rendu de cette réunion par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Catherine Katungu. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Compte-rendu de la 91e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en visioconférence la 91e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 17 mars 2023. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption d'un texte. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 4 points, à savoir de la Convention de collaboration d'avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises. Faisant suite aux conclusions de la mission d'évaluation de l'Inspection générale des finances, IGF, sur l'exécution de la Convention de collaboration signée le 22 avril 2008 entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises constitués par China Airways Corporation et Sinohydro, le président de la République a rappelé que celles-ci font état, entre autres, des cas de non-respect des dispositions des contrats, de l'inexécution des engagements contractuels et des subjectivités dans certains actes posés par le parti. Il a souligné le caractère inquiétant de cette situation déplorable tant, d'une part, pour le développement du secteur minier, qui constitue à ce jour la locomotive qui tire la croissance économique de notre pays, du fait de la diversité de minerais exploités qui répondent à une forte demande mondiale, mais dont les valorisations commerciales lors des exportations n'intègrent pas une grande valeur ajoutée, et d'autre part, par la lenteur du dynamisme que devrait normalement connaître le programme de construction des infrastructures dont notre pays a grandement besoin pour l'éclosion de son potentiel tant humain qu'économique. Face à cet état de choses, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité d'une révisitation de cette convention dans le sens d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de la Sicomine SA. Il a demandé par conséquent à son cabinet de réunir toutes les parties prenantes afin de préparer les éléments qui seront versés dans les discussions avec le partenaire chinois lors des travaux de la commission mixte qui auront lieu très prochainement. De la responsabilité sociétale et du devoir d'information de la Société nationale d'électricité SNEL. Le président de la République a rappelé
l'obligation d'assurer une communication générale et régulière qui incombe à la Société nationale d'électricité SNEL vis-à-vis de sa clientèle qui se constitue à ces jours de la majorité des ménages répartis sur l'ensemble du territoire national face aux coupures de plus en plus régulières d'électricité ou bien face aux défaillances techniques observées dans la desserte de l'électricité. Ces désagréments, a-t-il déploré, causent de nombreux dégâts auprès de ménages, particulièrement ceux aux revenus modestes, en ce qu'ils engendrent la perte de provisions en denrées alimentaires, voire la destruction d'appareils électroménagers. Cette situation impose également un mode de vie aléatoire aux ménages, faute de disposer d'une fourniture stable et permanente d'électricité, ressource pourtant capitale dans la vie de nos populations. La direction de la SNEL est donc appelée à communiquer clairement à ses abonnés un programme bien défini quant à l'amélioration progressive de la desserte en électricité de manière permanente, notamment dans les différentes communes de la capitale. Aussi, devrait-elle, les cas échéants, pour les communes qui doivent impérativement subir des opérations de délestage visant à garantir une desserte minimum et équitable aux abonnés du fait de la capacité limitée et momentanée du réseau électrique, établir une programmation claire du délestage pour permettre aux ménages de s'organiser et de leur éviter des désagréments dont ils sont les seuls malheureusement à en supporter les conséquences. Les ministres d'État, ministres du portefeuille et les ministres des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de veiller à ce que la direction de la SNEL organise une campagne d'information sincère et régulière en collaboration avec les médias accessibles à toutes les couches de population de nos agglomérations touchées par ces coupures intempestives afin de réduire au maximum les dégâts et nuisances causés aux ménages. Du financement du secteur de l'éducation et l'appui à la gratuité de l'éducation de base. À ce sujet, le président de la République a rappelé sa recommandation faite lors de sa 90e réunion du Conseil des ministres, soulignant la nécessité de renforcer l'implication du gouvernement à consolider la gratuité de l'enseignement primaire, devenu le socle de l'éducation de base de la jeunesse congolaise. La détermination mise en œuvre pour faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social dans notre pays a rassuré les partenaires dans ces secteurs. C'est ainsi qu'ils ont décidé de nous accompagner dans ce processus avec le financement des différents projets dont l'effectivité de l'aboutissement nécessite encore plus d'efforts de chacun. Il s'agit du projet d'apprentissage et autonomisation de filles avec un financement de la Banque mondiale à hauteur de 400 millions de dollars américains. Conformément à l'accord de financement, la validation du conseil d'administration est prévue pour le 28 mars 2023. Ainsi, le gouvernement, au travers du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et le ministère des Finances, a été invité à s'impliquer afin que la loi relative au financement du projet soit adoptée au cours de la session parlementaire en cours et présentée à la promulgation dans les 3 mois qui suivent. Du financement par le partenariat mondial de l'éducation à hauteur de 242 millions de dollars américains pour accompagner la réforme sur l'enseignant et l'enseignement de qualité retenu dans le cadre du pacte de partenariat pour l'éducation. Aussi, les ministères concernés ont été chargés de veiller avec diligence à l'élaboration de ces programmes de manière à s'assurer de l'homogénéité des différents programmes et réformes ainsi que de la capitalisation des expériences tirées des projets antérieurs. De la construction de la ligne de haute tension Lungudi-Kamonia. Le président de la République a rappelé qu'il avait, au cours de la 41e réunion du Conseil des ministres du 18 février 2022,
attirer l'attention des membres du gouvernement concernés sur l'importance de lancer des travaux de construction de la ligne de transport du courant électrique à haute tension de 72 kV de la centrale hydroélectrique de Lungudi à Chikapa jusqu'au territoire de Kamoni à 80 km dans la province du Kasaï. Le Premier ministre a été encouragé à veiller à la finalisation de la procédure d'approbation de la demande de non-objection du dossier qui a déjà franchi toutes les étapes de la Direction générale des contrôles de marchés publics et à s'assurer de la diligence quant à sa poursuite auprès de tous les ministères concernés afin que ces projets passent rapidement à la phase de réalisation dans un bref délai. À la suite du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est apaisanti sur un seul point, à savoir l'évolution des prix intérieurs des produits de grande consommation. Face aux effets de l'inflation importée qui frappe de plein fouet l'économie mondiale en général et africaine en particulier, le gouvernement congolais reste attentif à l'évolution de l'environnement économique international et à son incidence sur les prix intérieurs, notamment ceux des denrées de grande consommation actuellement en hausse pour certaines denrées dans les grandes agglomérations urbaines de notre pays. Le Premier ministre a invité à cet effet les ministres AI de l'économie nationale à prendre des dispositions idoines pour assurer la surveillance de prix des produits sur les marchés intérieurs. Il a par ailleurs rappelé que la fin du moratoire pour les contrôles économiques est effective depuis février 2023. Les ministres AI de l'économie nationale devraient aussi planifier des contrôles économiques sur l'ensemble du territoire national à l'effet de décourager des pratiques spéculatives et notamment l'application des prix illicites sur le marché intérieur par des opérateurs économiques véreux. Le Premier ministre a insisté sur l'urgence et la nécessité à ce que les travaux pour la commission chargée d'examiner l'impact de la fiscalité et de la parafiscalité sur les 5 produits de consommation de masse retenus, le riz, le poisson, les huiles végétales, la viande et les sucres, aboutissent, et c'est de manière à dégager le niveau de la subvention à consentir par le gouvernement en vue d'une réduction de leurs prix sur le marché intérieur et partant préserver le pouvoir d'achat de la population. 2 points d'information. État et administration du territoire. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a, au nom de son titulaire en mission, présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale pour défaire toutes les forces ennemies de notre pays. Pendant la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population est resté dominé par la prorogation des 10 jours des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans toute la 2e ère opérationnelle. Le non-respect par les terroristes M23 et alliés du cessez-le-feu, la visite du 9 au 11 mars 2023 d'une forte délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en séjour en République démocratique du Congo. Dans le volet sécuritaire, il a mis en exergue quelques faits, notamment dans la province du Kwilu, où il a été signalé les transfèrements le 13 mars 2023 de 26 assaillants se revendiquant Yaka à l'état-major du commissariat provincial de la police par le groupe mobile d'intervention qui les avait interpellés dans les localités de Fatundu et Kikongo en territoire de Bagata. Dans la province de Maïndombe, des présumés assaillants Yaka ont attaqué les localités de Tubakila et Kinsele le 8 mars dernier en y massacrant 12 personnes dont 3 policiers et 1 sujet étranger. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité,
décentralisation et affaires coutumières a terminé son rapport en évoquant quelques cas de catastrophes et sinistres ainsi que du banditisme urbain pour lesquels le gouvernement a déjà pris des dispositions. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Situation sécuritaire. En complément au rapport du vice-ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté le fait saillant ayant marqué cette semaine sur le plan de la sécurité. À ces propos, il a évoqué notamment les retraits des RDF de Kibirizi et d'autres localités situées entre Mouchaki, Mweso et Sake, en vue de se concentrer sur les axes Kichanga, Tongo et Kibumba. Dans l'ère des engagements progressifs, les RDF se renforcent et emportent des jeunes gens en vue de les soumettre à une formation militaire forcée à Tianzu. Dans la partie ouest de la République, il a fait état de la résurgence de l'activisme des insurgés se revendiquant Yaka dans la province de Mai-Ndombe et d'Ikwilu. La sensibilisation continue pour ramener le peuple frère à la coexistence pacifique. Donnant des détails sur la situation sécuritaire dans la zone opérationnelle, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé le Conseil que la province du Nord Kivu fait face à des actes de représailles dirigés contre la population par les terroristes ADF-MTM suite aux opérations de démantèlement des réseaux de leurs collaborateurs. Cependant, a-t-il rassuré, les opérations conjointes FARDC-IPDF contre les terroristes ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Dans la province de l'Ituri, la situation sécuritaire a été marquée par les affrontements tant intercommunautaires entre Kodeko et Zaïre en Djougou et Mahagi qu'entre le FARDC et ses groupes armés. Situation sanitaire dans le pays. Faisant les points sur la situation sanitaire dans le pays, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a focalisé son intervention sur la pandémie Covid-19. Il a indiqué que la tendance à la 10e semaine de l'année 2023 a été marquée par une légère hausse de l'incidence des cas de Covid-19 allant de 25 cas semaine 9 à 30 cas. Cette légère hausse s'est également observée au niveau des taux de positivité des tests passant de 0,5% à 0,6%, une absence de nouveaux cas importés et aucun décès enregistré. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention en appelle toujours à la vigilance, au respect des mesures barrières et à la vaccination comme moyen de prévention des nouvelles vagues et ou pour minimiser l'impact au cas où elles surviendraient. Il a terminé son intervention en faisant rapport sur la réactivation des pourparlers avec les syndicats des agents de la santé publique en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de la santé. C'est dans ce cadre qu'une réunion préparatoire a eu lieu le jeudi 16 mars 2023 entre le banc gouvernemental représenté par le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Cette réunion avait pour objectif de construire un compromis raisonnable avec les bancs syndicales avant la tenue imminente des travaux à Bibois. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. État de sécurisation du processus électoral. De son côté, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a, au nom de son titulaire en mission, présenté les rapports relatifs à la sécurisation du processus électoral. Dans la première ère opérationnelle d'enrôlement des électeurs, il a indiqué que les opérations se sont bien déroulées, excepté quelques cas d'insécurité dans certains territoires de la province de Mai-Ndombe, Kwamut, et dans certains villages de la commune de Maluku, dans la ville de Kinshasa, qui ont empêché le déploiement de kits d'enrôlement pour le déroulement de ces opérations.
En ce qui concerne la deuxième aire opérationnelle, il a été signalé le cas d'attaque du centre d'inscription des électeurs dans le village Oyamba, territoire de Lodja, dans les Sankourou, par un groupe d'inciviques empêchant les compatriotes de ces coins de s'enrôler en toute quiétude. Le comité de sécurité locale s'est penché sur cette situation qui est présentement sous contrôle de la police. Dans la troisième aire opérationnelle, les dispositifs sécuritaires ont été renforcés dans la ville de Butembo après l'attaque du centre d'inscription des électeurs de Messo, situé dans la commune Boulenguera, par le Maï-Maï non autrement identifié. Un policier y a perdu la vie. Il a conclu son intervention en rassurant des mesures sécuritaires observées afin de garantir le bon déroulement des opérations d'enrôlement et d'inscription des électeurs. Faisant suite à la communication du président de la République lors de la 89e réunion du Conseil des ministres relative à l'inviolabilité des matériels et kits électoraux de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a fait rapport sur les actions engagées contre les individus qui sabotent les matériels et kits électoraux et ou qui usent de la discrimination pendant les opérations d'enrôlement. Pour ce qui est de quelques cas de présumées fraudes constatées à l'occasion du processus électoral en cours, l'officier du ministère public n'est pas resté indifférent. À ce jour, des dossiers judiciaires sont ouverts dans différents parquets. C'est le cas de parquets généraux près les cours d'appel du Kassai et du Kwilu, du parquet des grandes instances de Chikapa et du parquet près le tribunal de paix de Massimanimba. Dans la ville de Kinshasa, il a été signalé l'arrestation de 3 agents de la CENI qui se sont permis de délivrer 4 cartes d'électeurs à M. Fabien Kouswanika. Ce dossier est encore en instruction au niveau des services spécialisés pour démanteler les réseaux à la base de la délivrance de ces cartes d'électeurs. Un rapport subséquent sera fait quant à ce, aussitôt que le parquet sera saisi. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Rapport sur l'avancement des projets d'entretien et de construction de la voirie dans la ville de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ITPR, a présenté au Conseil les rapports sur l'état d'avancement des projets d'entretien et de construction de la voirie dans la ville de Kinshasa. Sur les chantiers des projets en cours de réalisation sur financement du Trésor public, c'est un partenariat public-privé, ceux directement financés par le FONER et ceux réalisés avec l'appui des bailleurs de fonds connaissent une évolution globalement satisfaisante. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a aussi présenté l'état des lieux de certains projets de voirie, notamment la modernisation de la route Don Bosco 35 et de l'avenue Nzolana à Kinshasa-Ngaliema, la réhabilitation de l'avenue Carrière et de l'avenue du Fleuve à Mongafula. Il a également fait le point sur les projets de désenclavement du quartier Kanluka et l'amélioration de la fluidité au carrefour Ma-Campagne. À ce jour, le pont Lubudi, long de 100 mètres, a été achevé. L'évolution des travaux de lutte anti-érosive a également été évoquée. Le Conseil a pris acte de ces rapports. État d'avancement des sessions de déguerpissement et de démolition éventuelles portant sur les entreprises publiques concernées dans la construction du port en eau profonde de Banana. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a fait le point sur l'état d'avancement des sessions de déguerpissement et de démolitions éventuelles portant sur les entreprises publiques concernées et l'organisation des équipements Banana Kinshasa, OEBK, dans la construction du port en eau profonde de Banana. Elle a précisé qu'à ce jour, toutes les entreprises du portefeuille ont déjà procédé à la cession des titres après décision de leurs organes statutaires.
Ces entreprises ont transmis leurs différents titres au conservateur des titres immobiliers de Moanda pour leur annulation. Ainsi donc, la condition suspensive qui dépendait du ministère des portefeuilles pour faire progresser les projets de construction du port en eau profonde de Banana a été levée. Elle a été complétée par le ministre ad interim des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement. Ce dernier a rassuré les conseils que les concessions autrefois sous la responsabilité de l'OEBK et occupées par elle en vue de la réalisation de son objet social ont été libérées et cédées au projet de la construction du port en eau profonde de Banana. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Achèvement des travaux de construction des deux baliseurs d'affluents pour la régie des voies fluviales. Faisant suite aux recommandations du président de la République, faites respectivement lors des 60e et 80e réunions du Conseil des ministres, le ministre AI des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, dans son rapport au Conseil, fait part de l'achèvement des travaux de construction des deux baliseurs d'affluents pour la régie des voies fluviales à Kindu, dans le Maniema, et à Kongolo, dans le Tanganyika. Il a indiqué qu'après l'abandon du projet avec la clôture du projet de transport multimodal financé par la Banque mondiale au 30 juin 2018, une mission interministérielle d'inspection des ouvrages sur site avait été diligentée et les consultants recrutés par les partenaires financiers a été chargé d'élaborer un devis des travaux restants. Au regard de la portée socio-économique indéniable qui révèle l'achèvement de ces travaux de construction de ces unités fluviales, le ministre AI des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement a sollicité du gouvernement la mise à disposition des fonds requis afin que les deux baliseurs soient mis en service le 30 juin 2023. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Signature en vue d'un accord relatif à la création des zones économiques spéciales dédiées à la production des précurseurs pour batteries, des batteries et véhicules électriques. Le ministre de l'Industrie a informé le Conseil de la signature de l'accord cadre relatif à la création des zones économiques spéciales dédiées à la production des précurseurs pour batteries, des batteries et véhicules électriques entre la République démocratique du Congo, la Zambie, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et Afrim Bank, prévu le 27 mars 2023 à Kinshasa. Il a indiqué que cette signature interviendra après que les deux institutions accompagnant nos deux pays dans l'initiative aient parachevé le processus de sélection du consultant qui aura la charge de conduire l'étude de préfaisabilité. Des offres reçues des trois sociétés soumissionnaires à la suite de l'avis d'appel d'offres internationales lancé, une seule a été sélectionnée comme meilleure. Cependant, la signature de l'accord cadre précité entre parties au projet est un préalable au lancement de cette étude préfaisabilité visant à concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la ZES transfrontalière, identifier les principaux défis à relever afin de faciliter la création et l'exploitation de la ZES transfrontalière, élaborer un plan de financement et des stratégies de mobilisation de fonds, concevoir une stratégie de promotion des investissements dédiés à la ZES transfrontalière. Le ministre de l'Industrie a rassuré le gouvernement que tout est mis en œuvre pour que cette cérémonie soit marquée de toute sa solennité à ce qu'elle couronne une longue campagne de mobilisation des partenaires et inaugure le processus de mise en œuvre du projet ambitieux des chaînes de valeur batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Organisation de la première édition
du dialogue national sur la protection sociale en République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a informé le Conseil de l'organisation de la première édition du dialogue national sur la protection sociale en République démocratique du Congo, prévue du 17 au 19 avril 2023. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du programme d'action prioritaire 2019-2023, particulièrement dans les secteurs sociaux. Elle aura pour thème central la protection sociale, un droit pour tous. Il a précisé que ces assises auront comme objectif de permettre aux parties prenantes de partager leurs expériences et les résultats clés des programmes et projets de protection sociale mis en œuvre, partager les expériences d'autres pays en matière de protection sociale, discuter les cadres juridiques et formuler de grandes orientations du projet de loi cadre sur la protection sociale. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai,